Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Il est 13h à Paris et 14h à Tel Aviv. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, c'est l'heure de prendre votre pause déjeuner. Installez-vous confortablement devant votre téléviseur. On est parti pour 1 heure. Ensemble, Société, c'est votre nouveau rendez-vous. C'est un autre regard sur l'actualité, mais aussi et surtout sur ce qui fait votre quotidien. Allez, on déjeune ensemble. Chers téléspectateurs, regardez le menu. La 4e révolution industrielle, c'est le sujet central qui sera abordé dès demain au 46e Forum annuel de Davos. Leaders politiques et économiques vont plancher à cette occasion sur les implications de la révolution numérique, ses défis et ses conséquences. Les inégalités se renforcent dans le monde. Un rapport d'Oxfam l'affirme, les disparités ne cessent de croître. 62 personnes possèdent autant que la moitié de la population mondiale, des chiffres qui inquiètent. Notre grand dossier nous mènera dans le désert israélien, près de Dimona, à la rencontre des Black Hebrews, les Hébreux noirs en français. Venus des États-Unis il y a 50 ans, ils assurent être les seuls vrais descendants d'Abraham. Dans leur bagage, ils ont amené la soul music, le jazz ou encore le reggae. Et avant de rentrer dans le cœur de nos programmes, je vous propose tout de suite de faire un point sur l'actualité qui a marqué la journée. La traque est terminée. Il n'a que 15 ans et avait poignardé à mort une mère de famille devant ses enfants. Le terroriste palestinien d'Otniel a été neutralisé plus de 24 heures après son crime. En plein bras de fer diplomatique entre Israël et l'Union européenne, Manuel Valls, le Premier ministre français, monte au créneau. Il envisage des mesures contre les manifestations du BDS. Ces militants pro-boycott de produits israéliens. La croissance chinoise est au plus bas depuis 25 ans et cette baisse devrait continuer en 2016. La deuxième économie mondiale s'essouffle, même si elle reste l'un des principaux moteurs de la croissance planétaire. Enfin, tous les écoliers le connaissent et ont lu son livre Vendredi où les limbes du Pacifique. Michel Tournier, figure de la littérature française du XXe siècle, s'est éteint à l'âge de 91 ans. Vous le savez, nous vivons à l'ère du numérique. Du 20 au 23 janvier prochain va se tenir la conférence économique de Davos, consacrée cette année à la 4e révolution industrielle. Une révolution industrielle inédite par sa vitesse, son ampleur et son impact. Les chefs du gouvernement français, Manuel Valls, le Britannique David Cameron et le Canadien Justin Trudeau seront présents, ainsi que le numéro 1 de la diplomatie américaine, John Kerry. Si ce sujet vous intéresse, si vous avez des commentaires, des questions, Sarah Martinez est devant son ordinateur. Elle interviendra en direct. Vous pouvez lui écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. On regarde le reportage de Jonathan Serrero sur cette 4e révolution industrielle et on en parle évidemment tout de suite après. Restez là. 2500 participants, 1500 chefs d'entreprise, un peu plus de 50 chefs d'État et de gouvernement participent mercredi au Forum économique de Davos. Et cette année, les organisateurs ont choisi de centrer leurs travaux sur l'industrie du numérique et son implication dans le quotidien des habitants de la planète. Pour le président de la fondation genevoise Klaus Schwab, les États n'ont pas pris la mesure du gigantesque changement opéré par l'intrusion des objets liés au web. Nous estimons que nous n'avons pas assez bien anticipé l'ampleur de cette révolution industrielle. Cette révolution arrive comme un tsunami. Elle va changer l'ensemble des systèmes. Pour mieux réfléchir au monde de demain, les chefs d'État seront entourés des patrons de Google, Sundar Pichai, de Facebook, Mark Zuckerberg et de Microsoft. Les débats tourneront autour des avancées en termes d'intelligence artificielle dans des domaines aussi variés que la robotique ou l'impression 3D. Les intervenants discuteront aussi de l'impact de cette révolution technologique en termes de production, de consommation et de distribution. L'objectif sera de mieux appréhender tous ces changements. Le monde aujourd'hui est devenu interconnecté. Il ne faut plus réfléchir en termes complexes. Aujourd'hui, le monde a tendance à tout simplifier. Or, cette simplification peut conduire à offrir des solutions erronées. Notre rôle à Davos sera de réfléchir à une approche différente de ce qui se déroule actuellement dans le monde.
Cette révolution du numérique intervient après 3 grandes périodes de changements industriels. Celle intervenue en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle avec l'extraction du charbon et les premières machines à vapeur. Le début du XXe siècle voit l'avènement de la voiture. Les années 70 correspondent à l'émergence de nouveaux matériaux comme la résine, la silicone ou les céramiques. Alors on vient de le voir, le support numérique est devenu un enjeu politique. Certains pays l'ont compris avant d'autres. Ce n'est pas le cas. Jonathan Serrero, bonjour. Bonjour. Bien de l'Union européenne. Oui, autant dire Valérie que l'Europe est à la traîne dans ce domaine. On va donner plusieurs chiffres. Sur les 50 premières entreprises de médias numériques, 36 sont américaines. Autre chiffre donné, les mastodontes américains que tout le monde connaît, Yahoo, Google et Bing monopolisent 99% du marché de la recherche en ligne. Ensuite, on va voir sur ce camembert le retard qui est pris entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis représentent 85% de la capitalisation boursière des entreprises numériques contre 2% seulement pour l'Europe. Quelles sont les solutions, Jonathan, pour rattraper le retard alors ? Eh bien, l'objectif pour l'Europe est de créer une grande stratégie numérique commune, comme pour le domaine politique. 3 pistes d'idées sont explorées, on va le voir tout de suite à l'écran. Créer un marché unique du numérique et ainsi créer une synergie des compétences. Deuxième point, rendre les entreprises européennes plus compétitives à l'échelle internationale. Et dernier point, couvrir l'ensemble du territoire européen avec le haut débit. Il faut savoir, Valérie, à ce sujet, qu'un tiers des habitants du Portugal, d'Irlande, de Bulgarie et de Roumanie n'utilisent pas Internet. C'est vrai on va passer à une nouvelle étape. Sarah Martinez, les gens s'inquiètent sur Internet. Vous avez déjà des questions sur le mail d'i24 News Société. Bonjour Valérie. Alors oui, cette conférence économique intrigue beaucoup de nos téléspectateurs. Voici nos questions du jour. Est-ce que vous pensez que cette 4e révolution industrielle va créer des emplois ou plutôt les supprimer ? Daniel de Nice est inquiet. Maurice Yfergan, vous avez la réponse, bonjour. Écoutez, oui, bonjour. Elle a raison d'être inquiète parce que le rapport établi par le Forum de Davos n'est pas très réjouissant sur ce domaine. La 4e révolution industrielle entraînera de larges perturbations, non seulement sur le modèle des affaires, vous l'avez entendu, mais aussi sur le marché du travail. Pendant les 5 premières années, les prévisions tablent sur plus de 5 millions d'emplois perdus dans les pays industrialisés et émergents. Alors, dans cette perspective, les femmes seront en première ligne. Pourquoi ? Parce que l'automatisation et la disparition rapide des intermédiaires aura un impact relativement équitable entre hommes et femmes, mais on sait que les femmes sont moins présentes sur le marché du travail, donc les disparités vont s'élargir. Et avec cette révolution numérique, à votre avis, Maurice Yfergan, qu'est-ce qui risque de changer au quotidien dans nos vies ? Beaucoup de choses. Cette nouvelle révolution industrielle aura de toute évidence un impact énorme sur le marché du travail. Mais la révolution numérique ne va pas tuer le travail, ça on doit insister là-dessus, il y aura toujours du travail, comme par exemple au XVIIIe siècle, l'activité de l'homme n'a pas été remplacée par la machine, la force de travail a tout simplement été dirigée vers d'autres secteurs, de l'agriculture à l'industrie. Alors au XXIe siècle, les robots prendront en charge des tâches répétitives dans l'administration et le secteur bancaire par exemple, mais une grande partie des emplois détruits seront remplacés par des nouveaux. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas encore définir quel type d'emploi nouveaux on va créer, mais leurs domaines de prédilection se font déjà jour. On sait par exemple que dans la santé, dans l'éducation et le social, on aura besoin d'énormément de main-d'œuvre. Ajoutez à cela le secteur culturel, le nouveau paradigme va augmenter les capacités d'innovation, de création et pas seulement sur le plan technologique. Oui, les nouveaux métiers par Internet aussi, les métiers à distance, ça va être aussi une révolution du net. Absolument. Une deuxième question peut-être, Sarah, d'un autre téléspectateur. Oui, nous avons une deuxième question de Léa de Paris. Le e-commerce s'est énormément développé. Est-ce que vous pensez que les entreprises traditionnelles vont tenir le choc et savoir s'adapter face à ces nouvelles concurrences ? Maurice. Sarah, oui, elles sont déjà en train de s'adapter parce que finalement le e-commerce a pratiquement disparu. Il a été remplacé par une espèce de conjonction entre le commerce réel en magasin et le e-commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, des gens peuvent consulter des produits sur leur ordinateur, sur des pages net, et commander ces articles en boutique. Ça veut dire que finalement, l'idéal pour l'activité économique, c'est de joindre les deux, l'activité en magasin et l'activité
sur le net, de manière à rendre plus efficace le commerce. Les deux secteurs vont pouvoir bénéficier de cette chose. Merci beaucoup Sarah, merci Jonathan, on vous retrouve demain. Et on va rester dans le même domaine. Hier, le président de la République, François Hollande, a détaillé son plan de lutte contre le chômage. Au centre du dispositif, la formation de 500 000 sans emploi, un domaine dans lequel la France est en retard. Elle forme un chômeur sur 10, alors qu'en Allemagne, elle en forme 2 sur 10 et la Norvège 3 sur 10. Le reportage dans un centre de formation professionnelle, on se retrouve après. On se croirait presque dans une émission de télé sur la cuisine. Il vous reste 10 minutes. Et pourtant, il s'agit d'une salle de classe. C'est même le jour de l'examen final. Ces élèves sont pour la plupart des chômeurs en formation. Philippe, ancien manutentionnaire, s'est inscrit à Pôle emploi il y a 1 an. C'est lui qui a demandé à faire cette formation d'agent de restauration. C'est un secteur qui est très porteur, donc je pense que j'aurai pas de difficultés pour trouver du travail. En effet, 9 stagiaires sur 10 en moyenne trouvent du travail à l'issue de cette formation de 5 mois. Ils vont travailler soit en entreprise, sur le restaurant d'entreprise, soit dans la restauration scolaire, soit même dans les maisons de retraite ou médicalisées. Donc oui, effectivement, il y a des besoins, des gros besoins dans ces métiers-là. Autre secteur en manque de main-d'œuvre, le génie climatique. Tout ce qui tourne autour du froid, des climatiseurs au frigo en passant par les congélateurs. Sofiane était préparateur de commandes dans la grande distribution, mais le métier ne lui plaisait plus. J'ai décidé de changer, voilà. Et j'avais pas les diplômes pour pouvoir prétendre à une autre activité. Donc j'ai décidé de rentrer dans une formation. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de former 500 000 chômeurs de plus cette année. La France a du retard en la matière. Elle ne forme qu'un chômeur sur 10. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne et même 3 fois moins qu'en Norvège. Doubler ce nombre de demandeurs d'emploi qui peuvent accéder à une formation nous semble évident. Les métiers évoluent très très vite. On est passé dans un mode de formation tout au long de sa vie. Donc les périodes de chômage peuvent faire partie des accidents ou des périodes de la vie d'un actif. Il faut qu'il puisse accéder plus facilement et plus rapidement à une formation qui lui permette de rebondir sur un nouvel emploi. Tout secteur confondu, 6 chômeurs sur 10 retrouvent un emploi après une formation à l'AFPA. Ce qui devrait bientôt être le cas de Philippe. Il a décroché son diplôme d'agent de restauration et espère trouver rapidement du travail dans un restaurant d'entreprise. C'est donc le moment de notre séquence Génération. Toujours à propos de Davos, l'ONG Oxfam publie un rapport sur les disparités, des résultats accablants. Vous allez voir, 62 personnes possèdent autant que la moitié de la population mondiale. Des données qui devraient être examinées par les participants du Forum économique. On écoute tout de suite à ce propos la directrice des affaires extérieures de l'Oxfam. Ces chiffres devraient choquer tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait d'arguments raisonnables pour justifier que 62 personnes voient leur fortune augmenter de 500 milliards en 5 ans, alors que la moitié la plus pauvre de la planète voit la sienne diminuer de 1000 milliards. Mais malheureusement, nous nous habituons à ce genre de chiffres apocalyptiques. Une estimation récente indique qu'il y a environ 1760 milliards de dollars dans les paradis fiscaux à travers le monde. Si ces revenus étaient taxés, on aurait des milliards pour les écoles, les hôpitaux, la pauvreté. Alors la génération Internet représentée par vous, Sacha Reboux, bonjour. Et la génération mai 68, avec vous, Maurice Fergan, vous allez être pour ou contre, ensemble, d'accord, pas d'accord, c'est le but en tout cas de cette séquence. On va prendre notre temps, on va voir. Alors dites-moi, quelle réaction, Sacha Reboux, vous trouvez que ce sont des chiffres apocalyptiques? Ça vous effraie? Complètement. Dans la mesure où c'est aussi énorme, ça fait peur. Maintenant, il faut quand même voir la méthode utilisée de calcul par Oxfam, qui est une méthode qui a beaucoup posé problème, puisqu'elle prend en compte seulement le patrimoine net des gens, c'est-à-dire qu'elle compte seulement le capital, donc immobilier ou financier, et elle enlève à ça les dettes. Donc avec un calcul comme ça, malheureusement, ça veut dire que les gens pauvres des pays riches sont plus pauvres que les pauvres des pays pauvres. C'est compliqué, hein. Mais ça veut dire qu'un étudiant d'Harvard, aujourd'hui, qui a pris un prêt pour payer ses études, paraît, d'après ce rapport, plus pauvre qu'un Syrien qui est réfugié, qui lui n'a aucun patrimoine. Donc, pour dire ça un peu plus, on va dire, français, même si tu ne possèdes rien, tu fais déjà partie des 70% les plus riches de la planète, alors que tu n'as aucun actif. Demain, je donne à ma petite nièce une pièce d'1 euro, elle est plus riche que 2 milliards de personnes.
Donc ça me pose problème ces chiffres. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Comment il faudrait calculer pour que ce soit plus précis, plus correct selon vous? Selon moi, il faudrait prendre en compte à la fois les dettes et les actifs, mais aussi dans le sens où ça va amener derrière. Donc un étudiant d'Harvard qui a pris un prêt pour payer ses études, derrière il va avoir des gains beaucoup plus conséquents qu'un homme qui a un patrimoine nul. Donc il faut prendre en compte les conséquences ultérieures à ces dettes et à ces patrimoines. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Maurice Fergan? Ces données qui sont publiées, ça vous inquiète? Absolument, il faut le rappeler. Vous êtes d'accord aujourd'hui, messieurs? Oui, absolument. En 2015, 62 personnes possèdent autant que la moitié de la population mondiale. Je crois qu'il faut insister là-dessus. Et la tendance à la concentration du patrimoine est constante depuis 2010. Regardez le graphique que je vous ai préparé, vous allez voir, c'est stupéfiant. En 2010, il y avait à peu près 388 personnes qui avaient la moitié du patrimoine mondial. En 2015, 62, ça veut dire qu'on peut se demander qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans. Alors, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le patrimoine des 62 premières fortunes a augmenté de plus de 500 milliards de dollars, alors que dans le même temps, le patrimoine de la moitié des plus pauvres de la population mondiale s'est réduit de 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire du double. Alors, le problème des chiffres, vous l'avez dit, Sacha a présenté, c'est qu'en fait, ils tiennent compte que du montant total de cette richesse, alors que la richesse réelle a augmenté, et ce qui a permis de faire baisser la part de pauvreté dans le monde. C'est révoltant quand même, cette disparité. Oui, bien sûr, c'est révoltant, mais cela ne doit pas mettre en cause l'inégalité face à la répartition dans les ressources. Qu'il y ait des riches, pourquoi pas, on ne peut pas leur en vouloir. Les modèles de société égalitaire nous ont montré leur inefficacité et surtout leur dérive totalitaire. Le danger, c'est le sort des 99% de la population qui se partagent ce qu'il reste des ressources. Alors ça pose deux problèmes. Les classes moyennes, aujourd'hui, elles représentent 28% de la population mondiale. Vers 2030, on estime qu'ils seront le tiers de la population mondiale. Or, ces classes sont en train de s'appauvrir et il faut savoir que sont sur elles que repose l'activité économique. C'est en consommant que finalement on fait tourner le moteur économique. Et puis, il y a les plus pauvres des pauvres. La crise financière, les catastrophes naturelles et les politiques totalement inefficaces de certains gouvernements font augmenter la pauvreté dans le monde. Près d'un tiers de l'humanité vit déjà sous le seuil de pauvreté. Regardez le graphique, vous allez voir, 1,2 milliard de personnes vivent avec l'équivalent de 1,25 $ par jour. Autre donnée, 1 milliard de personnes sont à la lisière de la pauvreté. Il y a de quoi s'inquiéter. Oui, vous êtes inquiet, Sacha Rebaud, pour votre avenir? Vous, en tant que jeune, vous êtes étudiant, vous allez bientôt être diplômé. Comment vous abordez cette vie? Dans quel état d'esprit? C'est très compliqué parce que voilà, aujourd'hui, il faut le dire, en tant qu'étudiant, en tant que jeune, nous faisons partie des 99% cités par le rapport Oxfam. Que les chiffres soient justes ou pas, c'est pas là le problème, il y a un vrai problème de répartition et c'est là, excusez-moi, qu'il faut se focaliser. On se regarde ce rapport, j'ai lu un peu ce rapport en partie, on parle beaucoup d'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier a explosé. Un étudiant qui sort de la fac, qui veut se marier, acheter un appartement, acheter une maison, il s'endette sur 20, parfois 30 ans. Oui, mais ça a toujours été le cas. Oui, mais aujourd'hui, en tant qu'étudiant, les salaires sont moins bons. On finit avec une très bonne université, donc un très bon diplôme, et notre salaire est quand même moins bon parce que la consommation a augmenté à cause de l'inflation. Oui. Donc c'est fort compliqué pour nous. C'est le niveau de vie qui a augmenté, vous voulez dire? Tout à fait, c'est le niveau de vie, exactement. Oui. Donc c'est compliqué pour nous parce qu'on se retrouve dans cette situation dans laquelle on a une élévation sociale voulue qu'on ne peut pas avoir puisqu'on ne gagne pas assez de l'autre côté. On s'endette et on ne peut rien faire derrière. Donc c'est très compliqué. Donc c'est très inquiétant pour le futur des jeunes? Pour nous, c'est extrêmement inquiétant parce que si le travail, on ne sait pas comment sera le marché du travail du futur, dont il parle à Davos, on ne sait pas ce qui va se passer, puisque peut-être que l'homme sera remplacé par des machines, peut-être que un homme sera remplacé par autre chose, par un plus jeune, donc c'est très compliqué. On ne sait pas. Oui, dans ce contexte, il y a une idée qui se fait jour, c'est celle du revenu universel pour tous les individus de cette planète. C'est une idée très vieille. Vous connaissez Vassili Leontiev, c'était le prix Nobel d'économie en 1973. Il avait été écrit « Quand la création de richesse ne dépendra plus du travail des hommes, ceux-ci mourront de faim aux portes du paradis, à moins de répondre à une nouvelle politique de revenus, à la nouvelle situation technique. » Il entendait un revenu de base. Aujourd'hui, on discute dans certains pays, ça a même été mis en place, de fournir un revenu universel, quel que soit le travail fourni. C'est rassurant. Et bien voilà qui va nous laisser réfléchir. Merci à vous, messieurs. Et c'est l'heure de parler santé avec Esther Galili. Esther Galili qui est médecin de famille, qui va me rejoindre sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui entraîne bien des désagréments. Vous allez voir le stress, qui n'a pas déjà eu un bouton, un mot de ventre, des maux de tête et qui ne s'est pas entendu dire « ne t'inquiète pas, c'est le stress ». On regarde tout de suite le sujet de Lise Barenbaum et on en parle après.
Il empoisonne notre existence. Le stress rend non seulement la vie désagréable, mais il rend aussi malade. Selon l'American Institute of Stress, entre 60 et 80% des accidents de travail sont dus au stress. Il est une réaction réflexe, tant psychologique que physiologique de l'organisme devant une situation difficile qui demande une adaptation. Le stress se décompose en 3 éléments. L'agent de stress, un stimulus d'ordre physique, mental, social ou émotionnel qui survient et auquel il faut s'ajuster. Il peut être mineur comme une contravention ou majeur comme un déménagement. Le stress peut aussi être d'ordre physiologique, causé par exemple par un médicament. La réaction de stress, réaction physiologique immédiate contre l'augmentation du rythme cardiaque, constriction des vaisseaux sanguins et montée d'adrénaline. Et enfin l'attitude, intensité de la réaction de stress qui dépend du message envoyé par le cerveau aux glandes endocrines et donc de la perception qu'a l'esprit du stimulus en question. Le fait de le voir comme plus ou moins dangereux, exigeant ou contraignant. Pour lutter contre le stress, plusieurs techniques sont possibles, notamment la pleine conscience, nouvelle méthode de méditation à la mode aux États-Unis. Par défaut, notre esprit a tendance à se tourner vers l'avenir et à ne pas rester dans le moment présent. On passe trop de temps à s'inquiéter, à planifier. Quand on se concentre sur sa respiration, on force l'esprit à rester dans l'instant. Ça calme le corps et l'esprit. Adoptée par des stars d'Hollywood et de plus en plus acceptée par la communauté médicale, cette technique commence à être utilisée sur les lieux de travail pour améliorer la productivité des employés. De plus en plus d'entreprises comprennent qu'elles peuvent jouer un rôle important pour améliorer la santé de leurs employés, pour les aider à prendre en main les problèmes qui les dérangent. C'est un secteur qui est en pleine croissance. Depuis les années 60, des milliers de recherches ont été menées dans différents secteurs, immunologie, cancérologie, neuropsychologie, sur les multiples facteurs intervenant dans chacune des phases du stress et sur les impacts du stress sur la santé. Pourtant, les réactions de stress sont normales et utiles. On peut même parfois parler de bon stress qui stimule la motivation. Chez d'autres, moins chanceux, les réactions de stress sont si intenses ou si durables qu'elles nuisent à leur fonctionnement social et professionnel. Et chez certains, le système nerveux tarde à enclencher l'indispensable réaction de détente, même après la disparition de l'agent de stress. Quand les symptômes provoqués par les réactions de stress sont intenses, au point de nuire temporairement aux occupations normales, on parle alors de stress aigu. Le stress chronique, lui, est un état permanent. Les personnes souffrant de stress chronique n'en sont pas toujours conscientes ou pensent qu'il n'y a rien à faire. Elles peuvent aussi souffrir ponctuellement de crises de stress aigu. Et j'ai le plaisir d'accueillir Esther Galili. Esther, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress ? Alors le stress, comme on l'a entendu dans le reportage, effectivement, le stress fait partie de notre quotidien, à chacun, du quotidien de chacun. Et effectivement, le stress est positif. On a besoin finalement de stress. Par exemple, pour un événement, quand on traverse une route et que d'un seul coup, il y a une voiture qui nous menace, ou quelque événement en fait subi, où d'un seul coup, notre corps rentre en fait en phase d'alerte. Oui, c'est un stimulant ? Exactement, c'est un stimulant. Donc il y a une sécrétion d'hormones qu'on appelle les catécholamines, qui en fait engendre que notre corps est en éveil d'un seul coup. C'est-à-dire tous nos sens sont en éveil, notre sucre augmente parce qu'on a besoin de plus d'énergie, puisqu'on a besoin de plus d'éveil, notre cerveau est beaucoup plus prêt à capter, je dirais, ce qu'il y a autour dans l'environnement, donc c'est très positif. Donc ça, c'est du stress positif. Du stress positif. Le gros problème, c'est que quand l'événement s'arrête, l'événement aigu s'arrête, normalement, notre machine est bien faite, puisque tout revient à zéro, c'est-à-dire que les catécholamines diminuent et le sucre revient normal, etc. Donc on revient à un état de repos. Le problème, c'est quand ce stress continue et persiste. Et là, on a observé, on a plein d'études cliniques qui nous montrent qu'en fait, les effets délétères d'un stress trop long, Valérie, en général même au-delà d'un mois, on observe déjà des pathologies avec même des modifications. Mais alors quel genre de pathologie ? Parce que nous qui habitons en ville, alors c'est sûr qu'on a développé quelque chose, on est tout le temps stressé. Certainement, c'est vrai, c'est vrai. Alors les pathologies, on parlait la semaine dernière de l'insomnie. Les troubles du sommeil. On avait parlé que l'anxiété faisait partie de l'origine majeure, on va dire, des troubles du sommeil. Mais il y a effectivement aussi toutes les pathologies essentiellement du système immunitaire. Le stress a un impact très important sur le système immunitaire, donc plus de pathologies infectieuses, on est plus souvent malade. Les gens qui sont stressés, par exemple, ils sont plus grippés que d'autres. Quand on prend une population, on se dit « Ah, c'est contagieux, est-ce que je vais l'attraper » En fait, ça dépend un peu de notre niveau de stress. Alors, comment peut-on vaincre ce stress ? Pas évident.
C'est pas évident parce que d'abord il faut savoir qu'on est stressé, il faut oser en parler. Les gens n'osent pas en parler. Oui, parce que souvent on est habitué à cet état. Exactement. Et quand on va chez le médecin et qu'on dit j'ai une angine, on traite l'angine, on traite pas l'origine. Donc si on pouvait en même temps traiter l'origine de l'angine et éviter des angines qui se répètent sans arrêt, ou toute pathologie, parce que je parle du système immunitaire, mais il y a aussi encore et toujours les pathologies cardiovasculaires et surtout l'infarctus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens de la quarantaine qui font des infarctus du myocarde sans aucun autre facteur de risque que le stress. À bon entendeur, chers téléspectateurs, calmons-nous. Quel traitement vous suggérez, Esther Galili? Alors les traitements, évidemment, en fait c'est les mêmes traitements que l'insomnie. Ce sont les benzodiazépines qui sont comme des somnifères et des calmants. Il faut se calmer, c'est-à-dire calmer toutes ces hormones qui nous gênent en engendrant des tachycardies, etc. Donc des choses, comme on a vu dans le reportage, la méditation fait du bien. La respiration, il faut réapprendre à respirer. Nous respirons mal quand on est stressé et donc en fait essayer de diminuer. Des moments de break peut-être. Exactement. Donc yoga, méditation, biofeedback, il y a plein de méthodes en fait et le médicament doit être très ponctuel, il faut traiter l'origine et traitement psychologique bien évidemment. Merci beaucoup Esther Galili d'être passée nous voir aujourd'hui. Restez avec nous dans quelques instants, le grand dossier de la semaine. Nous partirons à la rencontre des Black Hebrews ou les Hébreux noirs. Nous parlerons également de high-tech, littérature et sport, découverte du kickboxing, un sport pour tous, vous allez voir. Restez avec nous, on se retrouve après la pub.